Il existe, au sein des profondeurs de l'expérience humaine, une transformation si complète, si fondamentalement transformatrice, que ceux qui la subissent ne peuvent souvent pas articuler ce qui a changé. Ils savent seulement qu'ils ont franchi un seuil invisible d'où il ne peut y avoir de retour. Cette métamorphose ne se produit pas dans la lumière éclatante de l'intention consciente, mais dans l'obscurité de ce que j'en suis venu à reconnaître comme le travail le plus secret de l'âme. Vous avez peut-être déjà achevé ce passage sans fanfare, sans témoin, sans même votre propre pleine conscience de ce qui se déroulait dans les chambres cachées de votre psyché. Au cours de mes années d'exploration de l'esprit inconscient, j'ai observé que certains individus subissent ce que l'on pourrait appeler une mort avant de mourir. Une dissolution complète des structures psychologiques qu'ils croyaient autrefois être leur identité, suivie d'une reconstruction si complète que la personne qui émerge ne ressemble que superficiellement à ce qu'elle était auparavant. Ce n'est pas la croissance graduelle que nous associons à la maturité, mais une rupture radicale avec son mode d'être antérieur. C'est la différence entre l'évolution et la révolution du soi. Les signes de cette transformation se révèlent non pas dans de grands gestes ou des changements évidents, mais dans le recalibrage subtil de toute sa relation avec l'existence elle-même. Ces marqueurs sont invisibles à l'observateur occasionnel, reconnaissables seulement à ceux qui ont développé les yeux pour voir sous la surface de la conscience ordinaire. Peut-être portez-vous déjà ces signes, écrits dans le tissu même de votre présence, dans la qualité de votre attention, dans la façon dont vous ne participez plus au rêve collectif qui vous tenait autrefois captif. Ce que je souhaite éclairer ici ne sont pas des accomplissements à poursuivre, mais des reconnaissances d'un voyage déjà accompli. Ce ne sont pas des objectifs vers lesquels on s'efforce, mais des confirmations d'une transformation qui a déjà remodelé votre conscience à ses niveaux les plus profonds. La question n'est pas de savoir si vous êtes capable de cette métamorphose, mais si vous pouvez reconnaître que vous l'avez déjà subie. Comme un serpent qui a mué sa peau, vous êtes peut-être encore en train de vous adapter à la vulnérabilité et à la nouveauté de ce que vous êtes devenu. Cette transformation dont je parle n'est pas une amélioration superficielle de la personnalité, ni une optimisation des traits de caractère existants. C'est une mort et une renaissance psychologique complète, un processus que les traditions mystiques du monde entier ont reconnu, mais que peu ont véritablement compris dans toute sa profondeur psychologique. La conscience elle-même subit une mutation, développant de nouvelles capacités de perception, de nouvelles façons de traiter l'expérience, de nouvelles relations avec le temps, l'espace et le sens lui-même. Le premier signe, une relation avec la vérité qui supplante le confort. L'indication initiale de cette transformation profonde se manifeste dans votre relation avec la vérité elle-même. Là où autrefois vous naviguiez la réalité à travers des couches d'illusions confortables, d'auto-tromperies nécessaires et de fictions socialement acceptables, vous possédez maintenant ce que l'on pourrait appeler une compulsion vers le réel. Ce n'est pas le réalisme cynique de l'idéaliste déçu, ni le jugement sévère du moralement supérieur. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, un recalibrage du système nerveux qui rend physiologiquement inconfortable d'exister en présence de la fausseté. J'ai écrit abondamment sur la persona, ce masque social que nous construisons
pour interagir avec les attentes du monde. Ce qui se produit dans cette transformation n'est pas la destruction de la persona, mais un changement profond dans votre relation avec elle. Vous développez la capacité de porter ce masque consciemment, de l'engager comme un outil, plutôt que de le confondre avec votre identité. L'épuisement qui accompagnait autrefois la performance sociale diminue non pas parce que vous êtes devenu plus habile à prétendre, mais parce que vous avez cessé de confondre la performance avec votre nature essentielle. Vous vous trouvez incapable de participer aux rituels sociaux élaborés, de tromperies mutuelles, qui lubrifient la plupart des interactions humaines. Quand quelqu'un vous demande comment vous allez, vous ne pouvez plus vous rabattre sur la réassurance automatique. Quand les conversations se tournent vers la spéculation vide ou les ragots, votre énergie se retire non pas du jugement, mais d'une simple reconnaissance que cet échange ne contient rien pour vous. D'autres peuvent interpréter cela comme de la distance ou de l'arrogance, mais vous l'expérimentez comme une forme d'honnêteté énergétique, une incapacité d'investir dans des transactions qui violent votre engagement envers le réel. Cette relation avec la vérité s'étend à votre propre paysage intérieur. Vous développez une capacité d'auto-observation qui aurait été insupportable avant votre transformation. Vous pouvez regarder directement vos propres motivations, impulsions et schémas, sans les réflexes défensifs qui vous protégeaient autrefois d'une connaissance de soi inconfortable. Votre capacité de rationalisation, autrefois sophistiquée et presque impénétrable, a été dépouillée par un engagement à voir ce qui est réellement présent, plutôt que ce que vous souhaiteriez qu'il soit là. Le paradoxe devient évident. Plus vous devenez rigoureusement honnête avec vous-même, moins vous vous trouvez avoir besoin de vous expliquer aux autres. Vos actions commencent à parler avec une telle clarté que les justifications deviennent inutiles. Vous développez ce que l'on pourrait appeler une intégrité d'être, où vos pensées, sentiments, paroles et actions s'alignent non pas par effort, mais par une cohérence naturelle qui émerge lorsque la conscience n'est plus fragmentée par l'auto-tromperie. Cette honnêteté radicale transforme également votre relation avec le mensonge des autres. Vous développez une sensibilité presque surnaturelle aux incohérences entre ce que les gens disent et ce qu'ils ressentent réellement, entre leurs mots déclarés et leurs motivations cachées. Cette perception ne vous rend pas paranoïaque ou méfiant, mais simplement plus discernant. Vous reconnaissez que la plupart des gens mentent non par malveillance, mais par peur, par habitude, par le besoin désespéré de maintenir une image de soi fragile. Vous commencez à voir comment toute la structure sociale repose sur des mensonges convenus, des fictions que nous acceptons collectivement de traiter comme vraies pour le confort de tous. Le rôle du travail, les rituels familiaux, les hiérarchies sociales, tout cela se révèle être des constructions maintenues par un accord tacite plutôt que des vérités objectives. Cette vision ne vous rend pas révolutionnaire ou destructeur de ces structures, mais elle vous empêche de les prendre au sérieux de la manière dont vous le faisiez autrefois. Le deuxième signe, la mort de l'urgence et la naissance du timing approprié. Un changement profond se produit dans votre relation avec le temps et l'urgence. L'anxiété chronique qui vous poussait autrefois à répondre immédiatement à chaque demande, à résoudre chaque problème au moment où il surgissait, à chasser les opportunités avant qu'elles ne disparaissent. Cette urgence se dissout en quelque chose de beaucoup plus discriminant.
Vous développez ce que les anciens Grecs appelaient kairos, l'expérience qualitative du temps, par opposition à chrono, sa mesure quantitative. Cela est lié à ce que j'ai identifié comme le rythme naturel de la psyché, la compréhension que la conscience se déplace à travers les saisons, tout comme la nature. Vous commencez à reconnaître quand quelque chose est mûr pour l'action et quand cela nécessite plus de temps dans l'obscurité de l'incubation. Ce discernement ne peut être enseigné par la technique. Il émerge seulement lorsque l'on a développé un accordage profond au mouvement de l'inconscient. Là où autrefois vous auriez pu paniquer face au retard, aux obstacles ou au refus de la réalité de se conformer à votre calendrier, vous observez maintenant ces résistances avec intérêt. Vous avez appris que ce qui apparaît comme un blocage sert souvent de protection, empêchant une action prématurée qui aurait été désastreuse. Votre relation avec ce que j'ai nommé la synchronicité s'approfondit. Ces coïncidences significatives qui suggèrent une intelligence opérant au-delà de la compréhension de l'ego. Vous apprenez à lire ces signes, non pas avec superstition, mais avec une révérence pour l'orchestration mystérieuse des événements. La productivité compulsive qui caractérise la conscience moderne perd son emprise sur vous. Vous découvrez que votre travail créatif le plus significatif, vos insights les plus profonds, vos transformations les plus puissantes, se produisent non pas par effort forcé, mais par une sorte de réceptivité active. Vous apprenez à distinguer entre le besoin frénétique de l'ego de produire et le déploiement organique du soi. Cela ne vous rend pas passif ou inactif. Plutôt, vos actions deviennent plus puissantes parce qu'elles émergent d'une source plus profonde. Les gens autour de vous peuvent avoir du mal avec cette transformation. Ils peuvent interpréter votre nouvelle relation avec le timing comme de la paresse, un manque d'ambition ou une perte de dynamisme. Ils ne peuvent pas percevoir que vous avez échangé l'urgence épuisante de la réalisation axée sur l'ego pour quelque chose de beaucoup plus durable. Une vie vécue en rythme avec des courants plus profonds que ceux qui gouvernent l'ambition ordinaire. Vous vous trouvez capable d'attendre, vraiment attendre, sans l'agitation interne qui faisait autrefois de la patience une torture. Cette nouvelle relation avec le temps se manifeste également dans votre capacité à être présent. Là où autrefois votre esprit errait constamment entre les regrets du passé et les anxiétés du futur, vous développez une capacité à habiter pleinement le moment actuel. Ce n'est pas la présence forcée enseignée par les ateliers de pleine conscience, mais une présence organique qui émerge lorsque vous cessez de fuir votre propre expérience. Le moment présent cesse d'être un concept et devient votre demeure naturelle. Vous remarquez comment les autres vivent constamment dans un état de préparation pour un futur qui n'arrive jamais, sacrifiant le présent à un idéal imaginaire de ce que la vie devrait être. Cette observation apporte de la compassion plutôt que du jugement, car vous vous souvenez d'avoir vécu vous-même de cette façon. Mais maintenant, vous comprenez viscéralement que le seul moment où la vie se produit réellement est celui-ci, et que chaque instant passé ailleurs est un instant perdu pour toujours. Le troisième signe, une immunité à l'hystérie collective. Peut-être l'un des aspects les plus isolants de cette transformation est le développement de ce que l'on pourrait appeler l'autonomie psychologique face au mouvement de masse. Vous êtes témoin des mécanismes par lesquels les groupes tombent dans des états de transe, projetant leur matériel inconscient sur des cibles convenables, jouant des drames archétypaux
sans conscience. Bien que vous conserviez de la compassion pour ceux pris dans ces possessions collectives, vous vous trouvez incapable d'y participer. Cela se rapporte directement à mon travail sur l'inconscient collectif et le pouvoir des archétypes de posséder à la fois les individus et les groupes. Ce qui a changé en vous n'est pas une immunité à ces forces. Personne n'est immunisé, mais une capacité d'observer leur opération, à la fois en vous-même et dans le collectif, sans être emporté par elles. Vous développez une sorte de double conscience, capable de ressentir l'attraction des émotions collectives, tout en maintenant une distance d'observation qui empêche l'identification totale. Pendant les périodes de bouleversement social, de panique morale ou d'enthousiasme collectif, vous remarquez un schéma. Alors que d'autres autour de vous deviennent de plus en plus certains, de plus en plus passionnés, de plus en plus convaincus de la justesse absolue de leur position, vous vous trouvez de plus en plus réfléchi, de plus en plus curieux de la complexité, de plus en plus conscient des éléments d'ombre présents dans chaque conviction fermement tenue. Ce n'est pas du relativisme moral ou de la neutralité, mais une reconnaissance que les mouvements collectifs servent souvent des fonctions psychologiques très éloignées de leurs objectifs déclarés. Vous observez comment les sociétés nécessitent périodiquement des boucs émissaires, comment l'ombre qui ne peut être reconnue en soi-même est projetée sur d'autres convenables, comment la certitude morale masque souvent une insécurité profonde. Cette observation n'apporte ni cynisme ni supériorité, mais une tristesse tranquille concernant les mécanismes inconscients qui motivent tant de comportements humains. Vous pouvez vous trouver incapable de rejoindre l'un ou l'autre côté des conflits polarisés, non par manque de conviction, mais par la capacité de percevoir les vérités partielles et les projections d'ombre présentes dans toutes les positions. Cette immunité s'étend également aux dynamiques de groupes plus petites. Dans les lieux de travail, les familles et les cercles sociaux, vous reconnaissez les rôles inconscients que les gens assument, les scripts non dits qu'ils suivent, les drames répétitifs qui se jouent avec différents personnages, mais des schémas identiques. Vous pouvez encore participer à ces systèmes quand c'est nécessaire, mais vous le faites avec conscience, n'oubliant jamais complètement que ce qui apparaît solide est en fait une illusion collectivement maintenue. L'isolement que cela apporte peut être significatif. Vous pouvez trouver de moins en moins de personnes avec qui vous pouvez parler authentiquement de ce que vous observez. La plupart sont trop identifiés à leur position dans le drame collectif pour prendre du recul et examiner le drame lui-même. Pourtant, cet isolement apporte également une liberté étrange, une libération de la tyrannie de la pensée de groupe et du travail épuisant du maintien de la réalité consensuelle. Vous développez ce que j'ai appelé la fonction transcendante, la capacité de vous tenir au-dessus des opposés en conflit et de percevoir les schémas plus larges en jeu. Cette fonction vous permet de voir que ce qui semble être des conflits entre des vérités opposées sont souvent des manifestations différentes d'une même vérité plus profonde. Le progressiste et le conservateur, le matérialiste et le spiritualiste, l'individualiste et le collectiviste, tous expriment des aspects partiels d'une totalité plus complète qu'aucun ne peut saisir seul. Cette perspective ne vous rend pas indifférent ou détaché de manière apathique, mais elle vous empêche d'être capturé par l'intensité émotionnelle qui caractérise les mouvements de masse. Vous pouvez avoir des convictions fortes
tout en reconnaissant leur nature partielle. Vous pouvez agir avec détermination tout en restant ouvert à la possibilité que votre compréhension soit incomplète. Cette paradoxale combinaison de conviction et d'humilité épistémique devient votre mode d'engagement naturel avec les questions complexes. Le quatrième signe, la transmutation du désir. Votre relation avec le désir subit une transformation alchimique fondamentale. Ce que j'ai exploré dans mon travail sur la fonction transcendante et la réconciliation des opposés se manifeste dans votre expérience comme un changement radical de ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. La qualité désespérée et saisissante qui caractérisait autrefois vos désirs brûle dans le feu de votre transformation, laissant quelque chose de plus essentiel, plus aligné avec votre vraie nature. Vous commencez à distinguer entre les désirs qui émergent des blessures, le besoin de vous prouver, d'acquérir ce que les autres ont, de remplir le vide intérieur avec des réalisations externes, et les désirs qui surgissent de votre soi authentique, expression de votre but unique et de votre déploiement naturel. Cette discrimination ne se produit pas par analyse intellectuelle, mais par une connaissance corporelle, une capacité de sentir quels désirs vous vivifient et lesquels drainent votre vitalité même dans leur accomplissement. La mentalité de consommateur qui imprègne la conscience moderne perd son emprise sur vous. Vous reconnaissez qu'on vous a vendu une équation frauduleuse, que le bonheur égale l'accumulation d'expériences, de possessions et de réalisations. Ayant peut-être poursuivi cette équation jusqu'à sa conclusion amère, vous avez découvert son vide. Maintenant, vos désirs deviennent moins nombreux, mais plus profonds, plus connectés aux besoins essentiels plutôt qu'aux besoins manufacturés. Cette transformation du désir s'étend aux relations. Là où autrefois, vous auriez pu chercher des partenaires pour vous compléter, pour combler vos déficiences, pour fournir l'approbation que vous ne pouviez pas vous donner, vous abordez maintenant la relation à partir de la totalité plutôt que du besoin. Cela ne signifie pas que vous ne désirez plus la connexion, mais la qualité de ce désir change fondamentalement. Vous cherchez des compagnons pour le voyage plutôt que des sauveurs de votre propre incomplétude. Vos ambitions se déplacent de prouver votre valeur à exprimer votre nature. Si vous créez parce que la création est la façon dont votre conscience particulière interagit avec l'existence, non pour démontrer votre valeur à ceux qui en doutent. Si vous réalisez comme un sous-produit de suivre ce qui vous appelle véritablement, non comme preuve à présenter à un jury imaginaire de votre dignité. Ce changement libère une énergie énorme, précédemment consommée dans le travail épuisant de chercher la validation à travers l'accomplissement. Vous développez également une capacité d'apprécier ce que vous avez plutôt que de vous concentrer constamment sur ce qui vous manque. Ce n'est pas la fausse gratitude promue par la pensée positive, mais une capacité authentique d'être présent avec votre réalité actuelle, sans la comparaison constante à une vie imaginaire meilleure. La mentalité de l'herbe est plus verte ailleurs qui vous gardait autrefois perpétuellement insatisfait se dissout alors que vous reconnaissez que où que vous alliez, vous vous emmenez avec vous, et que le travail est toujours interne plutôt que circonstanciel. Un changement subtil mais profond se produit dans votre relation avec le plaisir et la douleur. Vous cessez de les voir comme des opposés absolus
à maximiser ou minimiser, et commencez à les reconnaître comme des aspects complémentaires d'une vie pleinement vécue. Vous développez une capacité à embrasser l'inconfort nécessaire à la croissance, sans le masochisme qui recherche la souffrance pour elle-même. Vous apprenez à apprécier le plaisir sans vous y accrocher désespérément ou craindre sa perte inévitable. Cette transmutation du désir s'étend même à votre relation avec la nourriture, le sommeil, la sexualité, les appétits primaires qui gouvernent tant la vie humaine. Vous développez une relation plus consciente avec ces besoins, ni les niant ascétiquement, ni vous y adonnant compulsivement. Vous mangez quand vous avez faim, dormez quand vous êtes fatigué, recherchez l'intimité quand elle émerge organiquement, plutôt que selon des horaires dictés par l'anxiété ou l'habitude. Le 5e signe, une relation avec votre propre mortalité qui transforme. Comment vous vivez? La mort cesse d'être un concept abstrait, survenant aux autres, et devient une présence vivante qui marche à vos côtés quotidiennement. Ce n'est pas de la morbidité ou de la dépression, mais ce que les philosophes existentiels appelaient l'être vers la mort, permettant à la réalité de votre existence finie d'informer comment vous choisissez de dépenser votre temps limité. Cette conscience a émergé à travers votre transformation, peut-être par une rencontre proche avec la mort elle-même, ou par la mort de qui vous étiez autrefois. Ce qui, à bien des égards, semble plus complet que la mort physique. J'ai écrit abondamment sur la seconde moitié de la vie, cette période où la psyché commence naturellement à se préparer à la mort, en changeant ses valeurs et priorités. Ce que vous avez vécu est un mouvement accéléré dans ce territoire, quel que soit votre âge chronologique. Vous possédez une relation avec la mortalité que beaucoup ne développent jamais, même dans la vieillesse. Cette relation réorganise fondamentalement ce qui compte pour vous. Les préoccupations triviales qui consomment d'énormes quantités d'attention et d'énergie de la plupart des gens se révèlent être exactement cela, trivial. Vous vous trouvez incapable d'investir une intensité émotionnelle dans des conflits mesquins, des jeux de statut ou le maintien de rancune. Non pas parce que vous êtes devenu saint ou au-dessus de telles choses, mais parce que vous avez développé un sens de la proportion qui ne vient que de la compréhension à un niveau cellulaire, que votre temps ici est limité et précieux. Cette conscience de la mortalité apporte également ce que l'on pourrait appeler le courage existentiel. Ayant déjà fait face à la mort de votre identité précédente, ayant déjà marché dans la vallée de la dissolution complète, vous constatez que beaucoup des peurs qui vous contrôlaient autrefois ont perdu leur pouvoir. La peur de l'échec diminue quand vous comprenez que l'échec est simplement l'une des nombreuses expériences que la conscience peut avoir, pas plus significative que le succès. La peur du jugement diminue quand vous reconnaissez que tous ceux qui vous jugent sont également mortels, également en difficulté, également désespérément en train d'essayer de donner un sens à l'existence. Votre relation avec la perte se transforme. Là où autrefois chaque fin semblait une catastrophe, vous reconnaissez maintenant les fins comme nécessaires pour de nouveaux commencements. Vous comprenez que vous perdrez tout finalement, votre jeunesse, votre santé, vos proches, vos possessions, votre vie même. Et cette compréhension, plutôt que de vous paralyser, vous libère pour être pleinement présent avec ce que vous avez pendant que vous l'avez. Vous développez ce que l'on pourrait appeler un engagement non attaché, la capacité d'investir pleinement dans la vie
tout en sachant que tous les investissements sont temporaires. Cette conscience apporte également une urgence du bon type. Non pas l'urgence névrotique de réaliser des objectifs arbitraires, mais l'urgence existentielle de vivre authentiquement, de dire la vérité, d'aimer pleinement, de créer significativement pendant que vous avez encore le souffle. Vous comprenez qu'un jour, plutôt qu'aucun de nous ne souhaite le croire, vous manquerez d'opportunités d'être courageux, d'être gentil, d'être réel. Cette compréhension facilite le choix de l'expression authentique plutôt que la tromperie confortable dans chaque moment présent. Votre relation avec ceux qui sont morts change également. Plutôt que de les reléguer à un passé fini, vous développez un sens de leur présence continue dans votre psyché. Les morts vivent en vous, dans les façons dont ils ont façonné votre conscience, dans les leçons qu'ils ont enseignées, dans l'amour qu'ils ont donné. Vous comprenez que la mort met fin à une vie, mais pas à une relation, et que nous portons nos morts avec nous jusqu'à ce que nous les rejoignions. Cette conscience de la mortalité apporte également une appréciation profonde pour la beauté éphémère de toute existence. Les fleurs sont plus belles parce qu'elles se fanent. Les couchers de soleil sont plus poignants parce qu'ils ne durent pas. Les moments d'amour sont plus précieux parce qu'ils sont fugaces. Vous cessez de combattre l'impermanence et commencez à la reconnaître comme la condition même qui rend la vie significative. Le 6e signe, l'effondrement de l'équation réalisation-valeur, peut-être l'un des changements les plus fondamentaux, implique la dissolution complète de la croyance que votre valeur peut être gagnée par la réalisation, l'apparence ou l'accumulation de références impressionnantes. Cette structure de croyance que j'ai reliée à ce qu'Adler nommait le complexe d'infériorité et les mécanismes de compensation qu'il génère, s'effondre simplement en vous comme un bâtiment dont la fondation s'est érodée. Vous reconnaissez que toute la structure axée sur la réalisation de la vie moderne repose sur une fausse prémisse, que les êtres humains doivent prouver leur droit d'exister par une démonstration constante de valeur. Cette révélation ne vient pas par la compréhension intellectuelle, mais par l'expérience directe de votre propre valeur inhérente, indépendante de tout accomplissement. Vous pouvez toujours réaliser, peut-être même à des niveaux élevés, mais la motivation se déplace de vous prouver à vous exprimer. L'esprit de comparaison qui opérait autrefois constamment en arrière-plan, mesurant votre valeur contre les réalisations, succès et attributs des autres, s'éteint simplement. Vous vous trouvez véritablement capable de célébrer les succès des autres sans vous sentir diminué par eux. Ce n'est pas de la magnanimité forcée, mais une réponse naturelle qui émerge quand vous ne croyez plus que la valeur est une ressource limitée que le succès des autres épuise. Votre relation avec l'échec se transforme complètement. Là où autrefois l'échec semblait être la confirmation de votre inadéquation fondamentale, il s'enregistre maintenant comme un simple retour d'informations, des informations sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous développez ce que l'on pourrait appeler une relation expérimentale avec la vie, essayant des choses pour voir ce qui se passe, plutôt que pour prouver quelque chose sur vous-même. Cela apporte une facilité et un enjouement à vos efforts, qui étaient impossibles quand tout semblait être un référendum sur votre valeur. Le monologue interne épuisant, qui fournissait autrefois un commentaire constant sur votre performance, se calme considérablement. Vous remarquez cela le plus dans les moments qui auraient autrefois déclenché
une intense conscience de soi. Parler en public, rencontrer de nouvelles personnes, tenter quelque chose de difficile. Là où autrefois votre attention se divisait entre l'activité et l'auto-évaluation de votre performance, vous pouvez maintenant être plus pleinement présent avec l'activité elle-même. Cette attention indivisée aboutit souvent à de meilleurs résultats, mais plus important encore, elle vous permet de réellement vivre votre vie plutôt que de constamment la juger. Vous développez également une relation mature avec vos dons et limitations. Plutôt que d'avoir honte de ce que vous ne pouvez pas faire ou d'essayer désespérément de compenser les faiblesses, vous acceptez votre configuration unique de capacités et de contraintes. Vous comprenez que vos limitations ne sont pas des échecs, mais font partie de la forme spécifique que prend votre conscience dans cette incarnation. Cette acceptation vous permet de diriger votre énergie vers ce qui vous appelle véritablement, plutôt que de la gaspiller en essayant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Un changement particulièrement libérateur se produit dans votre relation avec les opinions des autres. Là où autrefois vous auriez pu être dévasté par la critique ou gonflé par les éloges, vous développez maintenant une stabilité interne qui reste relativement imperturbable face aux deux. Vous comprenez que les opinions des autres en disent plus sur eux que sur vous, qu'elles sont des projections de leurs propres peurs, désirs et préoccupations, plutôt que des évaluations objectives de votre valeur. Cette libération de la tyrannie de l'opinion externe vous permet de prendre des risques que vous n'auriez jamais pris auparavant. Vous pouvez exprimer des opinions impopulaires, poursuivre des chemins non conventionnels, vivre d'une manière qui déroute ou déçoit les autres, tout en restant ancré dans votre propre sens de justesse. Cette liberté n'est pas l'arrogance de celui qui pense tout savoir, mais l'humilité de celui qui a cessé de prétendre être autre chose que ce qu'il est. Le 7e signe, une capacité pour la joie solitaire. La joie que vous aviez peut-être précédemment accédée principalement par la stimulation externe, la validation sociale ou la réalisation d'objectifs, devient disponible pour vous comme un état interne indépendant des circonstances. Ce n'est pas le bonheur maniaque promu par la culture populaire, mais ce que l'on pourrait appeler la joie ontologique, un sens profond de justesse concernant l'existence elle-même, qui persiste même à travers des circonstances difficiles. Cette capacité se développe à travers ce que j'ai nommé l'union des opposés au sein de la psyché. Ayant intégré l'ombre, ayant réconcilié les factions belligérantes en vous-même, ayant fait la paix avec votre propre nature, une harmonie interne émerge qui génère son propre bonheur subtil. C'est l'or dont parlaient les alchimistes, la pierre philosophale, qui transmute le plomb de la souffrance en quelque chose de précieux. Vous découvrez que vous pouvez vous asseoir seul dans une pièce et ressentir le contentement sans avoir besoin de remplir l'espace avec du divertissement, de la productivité ou d'autres personnes. C'est fondamentalement différent de la solitude forcée que vous avez peut-être vécue plus tôt dans la vie, qui ressemblait à de la solitude ou de l'isolement. Maintenant, la solitude devient un état positif, un retour à la maison vers vous-même, un sanctuaire plutôt qu'une prison. Cette joie a une qualité différente de la recherche de plaisir, qui caractérise une grande partie du comportement humain. Le plaisir dépend des circonstances. La joie en est indépendante. Le plaisir nécessite un renouvellement constant par une nouvelle stimulation.
la joie se soutient elle-même. Le plaisir est toujours menacé par son opposé, la douleur. La joie englobe à la fois le plaisir et la douleur, comme aspect du spectre complet d'être vivant. Vous vous trouvez à rire de la blague cosmique de l'existence, l'absurdité ultime de la conscience, prenant conscience d'elle-même, au milieu d'un univers incompréhensible. Ce rire n'est pas cynique, mais libérateur. Une reconnaissance que tout le magnifique, terrible, beau désastre de la vie est à la fois profondément significatif et totalement dénué de sens simultanément. Ce paradoxe qui aurait pu vous tourmenter plus tôt devient maintenant une source de délices. Votre capacité pour les plaisirs simples s'approfondit énormément. Un repas, un coucher de soleil, une conversation, la sensation de l'eau sur votre peau. Ces expériences ordinaires deviennent des portes d'entrée vers quelque chose de vaste. Vous n'êtes pas devenu naïf ou trop sentimental. Plutôt, vous avez développé la capacité d'être pleinement présent avec ce qui se produit, et cette présence transforme l'ordinaire en profond. C'est de quoi parlaient les mystiques quand ils parlaient de voir l'éternité dans un grain de sable. Cette joie solitaire ne vous rend pas antisocial ou misanthrope. Au contraire, elle améliore la qualité de vos connexions avec les autres, parce que vous n'approchez plus les gens de la nécessité désespérée, mais de l'abondance. Vous pouvez offrir une présence authentique, parce que vous n'avez pas besoin que les autres remplissent un vide en vous. Vos relations deviennent des choix plutôt que des compulsions, des célébrations plutôt que des transactions. Vous développez également une appréciation pour la beauté qui va au-delà de l'esthétique superficielle. Vous percevez la beauté dans les choses cassées, dans les imperfections, dans les processus de décroissance et de dissolution. Un vieil arbre tordu devient aussi magnifique qu'un jeune dans sa fleur. Un visage ridé par l'expérience devient plus intéressant qu'un visage lisse de jeunesse. Vous développez ce que les Japonais appellent wabi-sabi, une appréciation pour la beauté de l'imperfection et de l'impermanence. Cette capacité pour la joie solitaire se manifeste également dans votre relation avec la nature. Vous trouvez un contentement profond dans les processus naturels, le changement des saisons, la croissance des plantes, le mouvement de l'eau, les cycles de la lune. Ces rythmes naturels résonnent avec quelque chose de profond en vous, vous rappelant que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que votre conscience individuelle. Le 8e signe, l'émergence de l'autorité créative. Le signe final se manifeste comme le développement de ce que l'on pourrait appeler l'autorité créative, la capacité de générer de nouvelles formes, idées et façons d'être sans référence à des modèles existants. C'est l'aboutissement du processus d'individuation, le moment où vous cessez d'essayer de vous adapter à des moules préexistants et commencez à exprimer votre configuration unique de conscience. Vous développez une confiance dans vos propres perceptions, insights et intuitions qui vous permet de vous aventurer en territoire non cartographié, sans le besoin constant de validation d'autorité reconnue. Cela ne vous rend pas arrogant ou dédaigneux de l'expertise. Mais cela signifie que vous ne différez plus automatiquement à l'autorité externe quand elle entre en conflit avec votre propre expérience directe et connaissance intérieure. Vos expressions créatives, qu'elles soient artistiques, intellectuelles, ou simplement dans la façon dont vous structurez votre vie quotidienne, commencent à porter une signature distinctive.
Vous n'imitez plus les styles des autres, ou ne suivez plus des formules, mais permettez à quelque chose de véritablement original d'émerger à travers vous. Cette originalité n'est pas inventée ou forcée, mais naturelle, le résultat inévitable d'avoir éliminé le conditionnement accumulé qui obscurcissait votre façon unique d'être. Vous devenez ce que j'ai appelé un créateur, plutôt que simplement une créature de votre environnement. Cela signifie que vous prenez la responsabilité de la conscience que vous apportez à chaque moment, reconnaissant que bien que vous ne puissiez pas contrôler les circonstances, vous pouvez contrôler comment vous les rencontrez. Cette autorité créative s'étend à la façon dont vous interprétez les expériences, comment vous attribuez du sens, comment vous choisissez de raconter votre vie. Vous reconnaissez que le récit n'est pas découvert mais créé, et vous devenez intentionnel sur les histoires que vous racontez sur vous-même. Une forme particulière de générativité émerge, un désir de créer des choses de valeur durable, de contribuer quelque chose de significatif au monde, non par obligation, mais par débordement. Ayant fait le travail difficile de devenir vous-même, vous voulez naturellement laisser des traces de cette individualité, des marqueurs que d'autres pourraient utiliser pour trouver leur propre chemin. Cette générativité n'est pas motivée par l'ego, mais émerge du soi, ce principe organisateur plus profond qui connecte la conscience individuelle à quelque chose de plus grand. Vous développez également ce que l'on pourrait appeler la créativité ontologique, la capacité de vous créer à nouveau dans chaque moment, plutôt que de rester enchaîné aux définitions passées de qui vous êtes. Vous comprenez que l'identité n'est pas fixe, mais fluide, non découverte, mais créée, et vous assumez consciemment la tâche de cette création, plutôt que de permettre qu'elle se produise inconsciemment par le conditionnement social et la reconstitution du traumatisme. Cette autorité créative se manifeste également dans votre capacité à résoudre des problèmes d'une manière unique. Là où d'autres appliquent des solutions conventionnelles à des défis familiers, vous approchez chaque situation fraîchement, permettant à des solutions nouvelles d'émerger organiquement. Vous cessez de vous demander comment est-ce que cela se fait habituellement et commencez à demander qu'est-ce que cette situation particulière exige. Vous développez également une tolérance pour l'ambiguïté et l'incertitude, qui serait intolérable pour ceux qui dépendent encore d'autorités externes. Vous pouvez dire « je ne sais pas » sans anxiété, reconnaissant que ne pas savoir est souvent le début de la vraie découverte. Vous cessez de prétendre avoir des certitudes que vous ne possédez pas, et cette honnêteté crée un espace où la véritable compréhension peut émerger. Cette autorité créative s'étend également à votre relation avec les traditions et les enseignements. Vous pouvez apprécier la sagesse des traditions anciennes sans les accepter aveuglément. Vous extrayez ce qui résonne avec votre expérience directe et laissez le reste sans jugement. Vous reconnaissez que tous les enseignements, même les plus profonds, sont des pointeurs vers la vérité plutôt que la vérité elle-même, et que votre travail est de suivre ces pointeurs vers votre propre découverte directe. L'intégration. Ces 8 signes n'apparaissent pas en séquence stricte, mais émergent plutôt et s'entrelacent, alors que votre conscience subit sa réorganisation profonde. Vous pouvez en reconnaître certains fortement, tandis que d'autres restent subtils ou encore en développement. C'est naturel. La transformation est un processus, pas un événement, et continue tout au long de la vie avec des spirales toujours plus profondes d'insight et d'intégration.
Ce qui compte n'est pas la manifestation complète de chaque signe, mais la reconnaissance que quelque chose de fondamental a changé dans la façon dont vous expérimentez et vous engagez avec l'existence. Vous avez franchi un seuil invisible qui sépare ceux encore identifiés à l'ego de ceux qui ont commencé à vivre à partir d'un centre plus profond. Ce franchissement vous marque de manière que les autres sentent, même quand ils ne peuvent pas articuler ce qu'ils perçoivent. Le chemin à suivre à partir de cette transformation n'est pas prédéterminé. Certains qui subissent cette métamorphose se retirent dans des vies contemplatives, trouvant que l'engagement avec les structures sociales ordinaires devient de plus en plus impossible. D'autres restent profondément engagés avec le monde, mais le font avec une qualité différente de conscience, apportant les fruits de leur transformation dans les interactions quotidiennes. Aucun chemin n'est supérieur. Chacun représente une réponse authentique à l'impératif intérieur qui vous guide. Ce qui reste constant à travers toutes les expressions de cette transformation est un changement fondamental de vivre inconsciemment à vivre consciemment, d'être vécu par des forces inconscientes à devenir un participant actif dans votre propre existence. Ce changement ne peut pas être inversé. Une fois que la conscience s'est éveillée à elle-même à ce niveau, elle ne peut pas retourner au rêve, bien qu'elle puisse parfois ressentir de la nostalgie pour les certitudes plus simples de la vie inconsciente. Votre transformation sert des buts au-delà de votre évolution personnelle. Chaque individu qui complète ce passage contribue à ce que j'ai appelé l'inconscient collectif, créant de nouveaux chemins que d'autres peuvent suivre, de nouveaux modèles pour la conscience humaine à habiter. Vous devenez, que vous l'ayez l'intention ou non, un enseignant silencieux, démontrant par votre présence que cette profondeur de transformation est possible. La douleur qui a catalysé votre métamorphose a été alchimiquement transformée en quelque chose de précieux, non pas rachetée. La douleur n'a besoin d'aucune rédemption, mais transmutée en l'or de la conscience elle-même. Vous portez cet or tranquillement, reconnaissable à ceux qui ont les yeux pour voir, invisible à ceux qui dorment encore. Votre voyage continue, car la conscience n'a pas de destination finale, seulement un approfondissement sans fin dans le mystère de l'existence elle-même. Il est important de reconnaître que cette transformation n'est pas un accomplissement qui vous élève au-dessus des autres, mais une initiation qui vous approfondit dans l'humanité partagée. Vous ne devenez pas meilleur que les autres. Vous devenez plus pleinement vous-même, et dans cette individualité, vous touchez quelque chose d'universel. Le particulier et l'universel se rencontrent dans l'âme individuée. Cette transformation apporte également une qualité paradoxale à votre existence. Vous devenez à la fois plus détaché et plus profondément engagé, plus solitaire et plus connecté, plus humble et plus confiant, plus conscient de votre insignifiance et plus conscient de votre importance unique. Ces paradoxes ne sont pas des contradictions à résoudre, mais des tensions dynamiques à maintenir, et dans leur maintien, vous trouvez la vitalité qui caractérise la conscience individuée. Vous pouvez également remarquer que cette transformation vous rend moins prévisible pour les autres. Là où autrefois les gens pensaient vous connaître, ils se trouvent maintenant surpris par vos réponses, déconcertés par vos choix, incapables de vous placer dans les catégories familières qu'ils utilisent pour organiser leur monde social.
Cette imprévisibilité n'est pas de la capriciousness, mais le résultat de vivre à partir d'un centre profond, plutôt que de réagir à partir de schémas conditionnés. Si vous vous êtes reconnu dans ces signes, sachez que vous vous tenez parmi ceux qui ont entrepris le travail le plus exigeant disponible à la conscience humaine. La transformation que vous avez subie sert non seulement votre propre libération, mais contribue à l'évolution de la conscience elle-même. Vous êtes devenu une réponse vivante à la question qui hante l'existence humaine. Qu'est-ce qui est possible quand on s'engage complètement dans le travail de devenir conscient? Votre vie elle-même devient la réponse à cette ancienne question. Le voyage ne se termine pas avec la reconnaissance de ces signes. Au contraire, il s'approfondit. Chaque niveau de conscience atteint révèle de nouveaux niveaux encore à explorer. Chaque intégration crée de nouvelles possibilités de croissance. Vous avez appris que l'individuation n'est pas un état final à atteindre, mais un processus vivant qui continue tant que la conscience persiste. Dans vos moments de doute, et il y aura des moments de doute, car même la conscience transformée n'est pas à l'abri de l'incertitude. Rappelez-vous que le doute lui-même peut être un signe de croissance continue. C'est la certitude rigide qui indique la stagnation, tandis que l'ouverture à l'inconnu indique la vitalité. Vous avez appris à faire confiance au processus même quand vous ne pouvez pas voir où il mène. Vous portez maintenant en vous quelque chose de précieux, non pas comme une possession, mais comme une responsabilité. Vous êtes devenu un porteur de possibilités, une démonstration vivante que la transformation profonde est accessible à la conscience humaine. Cette reconnaissance n'est pas un fardeau, mais une invitation à vivre aussi pleinement, aussi authentiquement, aussi consciemment que possible, sachant que votre façon d'être dans le monde crée des ondulations qui s'étendent bien au-delà de ce que vous pouvez percevoir. La métamorphose silencieuse est complète, et pourtant, elle ne fait que commencer. Vous êtes à la fois arrivé et toujours en route, à la fois transformé et toujours en transformation. C'est la nature paradoxale de la conscience éveillée. Elle se repose dans sa propre nature, tout en continuant à évoluer, à explorer, à s'approfondir dans la compréhension du mystère qu'elle ne pourra jamais complètement résoudre et qu'elle n'a plus besoin de résoudre.